Viking, la sonde laboratoire à la recherche de la vie sur Mars. Italie, le premier jour du vote. Corse, les retombées d'Aléria sur le tourisme de l'île. Cyclisme, Guy Sibyl, valeureux champion de France. Tiercé, combinaison gagnante, 10, As, 14. Bonsoir. La planète rouge va-t-elle livrer son secret? Vous le saurez. Bon, j'arrête là la plaisanterie tout de suite, car en fait, l'expérience Viking 1, c'est très sérieux. Explication en 2 mots, depuis hier, la sonde américaine Viking est en orbite autour de Mars. Si tout se passe bien, dans une quinzaine de jours, les responsables américains déclencheront l'atterrissage sur Mars d'un des compartiments de l'engin. Et l'on pourra alors peut-être répondre à cette question, la vie existe-t-elle sur la planète? La Terre est-elle la seule planète du système solaire sur laquelle la vie existe? L'homme est-il le seul être intelligent de tout l'univers? Les savants, qui ont horreur de se poser des questions sans essayer d'y répondre, ont décidé d'aller voir ailleurs si la vie existait. Après avoir éliminé la Lune, Vénus et Mercure, ils se tournent aujourd'hui vers Mars, la planète rouge. Depuis la découverte des canaux de Schiaparelli, l'astronome italien de la fin du siècle dernier, les pour et les contre s'affrontent sans répit. Mais avec les engins interplanétaires modernes, on sait aujourd'hui que les petits hommes verts n'existent pas. Par contre, personne ne peut dire si les changements de couleur de la planète Mars ne sont dus qu'au vent, ou si des saisons y font croître les plantes mystérieuses habituées au froid glacial qui règne sur cette planète, 10 degrés au maximum à midi à l'équateur, au manque d'eau et à l'atmosphère très raréfiée. Aujourd'hui, ces questions vont cesser d'être théoriques. L'homme vient de mettre en orbite autour de Mars le premier des 2 Vikings partis l'été dernier, avec comme mission principale voir si la vie existe sur la planète rouge. Depuis tout à l'heure, Viking cherche un endroit où se poser. On lui en avait trouvé 2 à partir des photos anciennes, et il a 15 jours pour vérifier si un au moins de ces 2 endroits convient. Puis le 4 juillet, alors qu'il sera à 1500 km d'altitude, Viking enverra vers le sol un laboratoire d'analyse chimique, physique et surtout biologique. Ce laboratoire sera protégé pendant la descente par un bouclier thermique largable. Dès que l'atmosphère martienne le permettra, un parachute spécialement étudié s'ouvrira pour ralentir cette descente, car l'air de Mars est 100 fois moins dense que l'air de la Terre, et donc le ralentissement sera moins fort. En fin de course, ce sont des rétrofusées classiques qui permettront au laboratoire de Viking de se poser en douceur sur le sol de Mars. Première opération, bien sûr, prendre des photos. Puis les analyses commencent avec celle qui nous intéresse le plus, la recherche de la vie. Ce bras très long, pour éviter de ramasser des échantillons de sol brûlés par les gaz chauds des rétrofusées, rapportera vers le laboratoire des morceaux de Mars qui seront analysés. Si à l'intérieur de ces morceaux se trouvent des habitants martiens, aussi modestes soient-ils, insectes, bactéries ou simples cellules, l'analyse les détectera à coup sûr grâce à cet appareil spécial. Mais ce soir, nous n'en sommes pas encore là. Viking vient de réussir sa première opération, la mise en orbite. En prime, comme pour justifier par avance les 5 milliards de son prix, il a détecté un grand nuage de vapeur d'eau et de la glace au fond de certains cratères. Déjà, c'est un bon signe pour y trouver la vie. Depuis ce matin, l'Italie vote à l'italienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grandes précipitations vers les isoloirs. Les principaux leaders politiques comme Enrico Berlinguer, le communiste, ou Aldo Moro, le démocrate chrétien, ont bien essayé de montrer l'exemple. Ils n'ont pas été beaucoup suivis. Le simple citoyen a préféré profiter du soleil italien à la campagne ou à la plage avant même de se rendre, de prendre plutôt le chemin du bureau de vote. Malheureusement, nous n'aurons pas les résultats de ces élections si importantes avant la nuit de lundi à mardi, puisque demain, les Italiens vont encore voter jusqu'à 14 h. En tout cas, ce dimanche électoral s'est déroulé le plus calmement du monde, et c'est à souligner puisque cette campagne électorale a fait 6 morts, sans compter tous les attentats qui se sont produits contre les sièges des partis politiques. Ce référendum, car il s'agit bien d'un référendum, pour ou contre la participation des communistes au pouvoir, a mobilisé 40 millions d'électeurs. Je dis bien mobilisé, car on s'attend à une participation électorale de l'ordre de 92%. Il y a une inconnue dans ces élections. Comment vont voter les 5,5 millions de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui vont donc voter pour la première fois? D'après certains sondages, la majorité d'entre eux voteraient à gauche, mais pas forcément pour le Parti communiste. Je pense que pour nous, les gens, la situation en Italie, c'est dramatique. Il faut changer la direction du pays avec de nouvelles personnes. Poussé à gauche également du côté des femmes.
semble-t-il, qui pourtant aurait tendance à voter pour l'ordre établi. Mais il ne s'agit là que d'intention de vote et tout peut changer au moment de ce vote capital pour l'avenir de l'Italie. Est-ce que pour vous, ces élections sont importantes? Oui, très importantes. Parce que vraiment, c'est un moment où on aura un tournant dans la vie de l'Italie. La seule certitude que nous ayons pour le moment, c'est qu'il s'agit d'élections très importantes. Après les élections de 48, c'est les élections les plus importantes que le pays ait eues. Et le pays a besoin d'un changement profond et de changer surtout le parti qui a été jusqu'à présent responsable de la politique du pays. Elles sont très importantes, sont vitales pour notre pays. Pourquoi? C'est une décision aussi de changer un système ou pas. Et c'est pourquoi elles sont très très importantes. C'est aussi votre opinion, madame? Oui, absolument, sinon je ne me serais pas dérangée. Au Liban, l'opération évacuation par mer des étrangers organisée par les Américains s'est déroulée sans aucun problème. Tout s'est passé dans le calme. En 1 heure, les marins américains, en bras de chemise, sans armes, ont embarqué les 300 étrangers qui voulaient partir. 2 paradoxes quand même. Malgré les consignes assez fermes de Gerald Ford, peu d'Américains ont accepté cette évacuation. D'autre part, ce sont les Palestiniens de l'OLP, mitraillettes en main, qui protégeaient le départ des étrangers. D'un moment à l'autre, le Premier ministre sud-africain doit arriver, lui, en Allemagne fédérale, pour y rencontrer en particulier Henry Kissinger. John Vorster aura une mauvaise surprise en débarquant à Francfort, car le ministère ouest-allemand des Affaires étrangères vient de publier un communiqué assez sévère, mettant en garde l'Afrique du Sud contre la poursuite de sa politique d'apartheid, c'est-à-dire la politique de ségrégation raciale. Il y a quelques heures, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait déjà condamné à l'unanimité l'attitude répressive du gouvernement sud-africain au cours des dernières émeutes raciales. Enfin, 2 jours avant la visite officielle de Valéry Giscard d'Estaing en Grande-Bretagne, les journaux britanniques de ce matin répétaient à l'unisson « Il y a encore des malentendus entre Paris et Londres ». M. Giscard d'Estaing, de son côté, a précisé hier dans le Times que les relations entre la France et la Grande-Bretagne doivent ressembler à celles qui existent entre Paris et Bonn. Il y a déjà au moins un point commun entre James Callaghan, le Premier ministre britannique, et Valéry Giscard d'Estaing. Avant même le début de cette visite, ils ont été tous les deux ministres des Finances dans le passé. Je pense que les relations que nous pouvons avoir entre nous sont bien comprises, à la fois par la France et par l'Angleterre. Et nous accueillons le président Giscard dans le but évident de parler de nos relations bilatérales, mais encore davantage de définir ensemble notre ligne de conduite sur les problèmes mondiaux, puisque la France et la Grande-Bretagne sont pratiquement les seuls pays à avoir une telle expérience des relations internationales. Quant à savoir si la France et la Grande-Bretagne sont proches l'une de l'autre, ce n'est pas une question de politique, mais avant tout une question de personne. En France et en Europe, votre image, Monsieur le Premier ministre, n'est pas celle d'un Européen convaincu. On estime même que la Grande-Bretagne, actuellement, ne joue pas avec assez de conviction son nouveau rôle européen. Êtes-vous d'accord? Non, absolument pas. Retour en France avec la politique, après les remous qui ont secoué la majorité ces derniers jours et avant la reprise de la discussion sur les plus-values à l'Assemblée nationale, il semble que ce week-end a été marqué par un armistice dans les rangs de la majorité. Hier, à la Convention nationale des Républicains indépendants, Jacques Dominati a cherché surtout à ne pas faire de peine à l'UDR. Aujourd'hui, M. Yves Guéna d'un côté et M. Jacques Chirac de l'autre ont demandé, eux, une mobilisation contre l'opposition. Reste maintenant à savoir s'il s'agit vraiment d'un armistice ou d'un repli tactique. Eh bien, plus de direct au foie, c'est à peu près ce qu'a dit M. Chirac après le chef de l'État aux membres de la majorité. Il reste qu'il y a toujours des grimaces derrière ce paravent de la mobilisation contre l'opposition. Le oui enrobé de précaution de M. Dominati aux offres de recentrage faites par M. Le Canuet n'a pas calmé les craintes de l'UDR. L'opération, même pratiquée sous anesthésie, vise en fait à rééquilibrer les forces au profit des giscardiens. C'est un peu la réédition de ce qu'ont réalisé les socialistes au détriment des communistes. Il est maintenant certain que cette tentative a bien l'aval du président Giscard d'Estaing. Elle explique le raidissement de l'UDR, acculé à démontrer sa force. La tâche de M. Chirac, qui a promis à ses amis de la faire retrouver au moins 160 sièges à l'Assemblée, n'en sera pas facilitée. D'autant plus que les investitures seront sûrement délivrées par le président de la République. C'est à travers ces données qu'il faut suivre les sursauts de l'UDR pour sauvegarder un acquis de près de 20 ans.
En dehors de la Convention nationale des Républicains indépendants, dont je vous parlais il y a quelques minutes, et du Conseil national des radicaux de gauche à Nantes, il y avait ce week-end à Paris, dans l'ancienne gare de la Bastille, le 2e rassemblement national de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. 5000 jeunes apprentis ont participé à cette réunion. Quand les jeunes ouvriers chrétiens se rassemblent, c'est d'abord une fête, cette année à l'ombre de la Bastille. Pour ces apprentis qui rentrent dans la vie active, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur leur avenir. Par exemple, malgré la reprise économique, tous ne sont pas sûrs, demain, de trouver du travail. C'est pourquoi les organisations syndicales s'intéressent de près à ces militants en herbe. Pour l'instant, ils rejettent à la fois l'autogestion proposée par la CFDT et le centralisme de la CGT. Mais Georges Ségui et Edmond Maire ont suivi personnellement, avec attention, leurs travaux. Sur le plan politique, pas d'ambiguïté, les jeunes travailleurs chrétiens ont réaffirmé leur soutien à la gauche unie. Edmond Simeoni et ses co-inculpés autonomistes corses connaîtront probablement leur sort mardi. Je vous rappelle que l'avocat général a réclamé 5 ans de détention contre le docteur Simeoni. Au total, ce procès aura donc duré plus de 5 semaines. 5 semaines pendant lesquelles on a parlé presque tous les jours, dans les journaux, à la radio, sur Antenne 2, non seulement de ce procès des autonomistes corses, mais aussi de la situation dans l'île. Alors, à quelques heures du verdict, on peut se demander si tous ces événements, finalement, n'ont pas effrayé les touristes. Apparemment, c'est simple. Vacances en Corse égale soleil, mer, ciel bleu. Mais cette année, le tableau est voilé. Camps de nudistes mis à part, les touristes arrivent moins nombreux sur l'île. Rien n'est perdu d'avance, mais les Bavarois ou les Rhénans ont été nombreux à annuler leurs habituelles réservations. Bien, la saison au mois de mars-avril s'annonçait de manière tout à fait normale, c'est-à-dire qu'au niveau de l'hôtellerie en Corse, on a enregistré beaucoup plus de demandes que l'année précédente et on chiffrait même cette augmentation à 20% ou plus. Malheureusement, début mai, la date du procès étant connue, c'est-à-dire au 17 mai, à partir de ce moment-là, on a enregistré un arrêt brutal de toutes les réservations et la saison débutant, on a constaté immédiatement qu'il y avait des désaffections de plus en plus importantes que l'on chiffre pour le mois de mai à environ 20-30%. 2 premières raisons. Les moyens de transport maritime ont connu des difficultés matérielles. Le personnel CGT de l'ex-Transat n'hésitant pas à affirmer que ces bateaux sont atteints par la limite d'âge. Et puis, les agences de voyage évitent de proposer les vacances en l'île de beauté, notamment les agences suisses, allemandes et hollandaises. Enfin, un exemple, ce quotidien hollandais inscrivant la Corse, c'est peu sûr et c'est cher. On ne dit pas non, mais on ne dit pas oui, on ne dit pas oui. Il faut aller en Corse dire, vous savez, en Corse, hein, en ce moment, c'est pas tellement... alors, si vous voulez, on fait une petite, ce que j'appellerais moi, une petite guerre psychologique. D'Ajaccio à Bastia, du sud au nord de la Corse, il y a pourtant déjà beaucoup de touristes français ou étrangers. Si quelques-uns émettent des critiques d'organisation sur les campings notamment, aucune inquiétude ne semble avoir précédé le choix de ces congés. Est-ce que vous aviez une certaine appréhension avant de venir en Corse, compte tenu des événements, des attentats? Absolument pas. Je connais bien les Corses, j'ai beaucoup d'amis en Corse. Mais vous saviez qu'il y avait eu un certain nombre d'événements l'été dernier, puis des attentats, ça ne vous a pas fait peur? Oh non, parce qu'il y a des bombes à Bruxelles et à Paris. Ce sont des bombes partout et des attentats partout. Ah oui, c'est normal. Plus grave, ce sont les conséquences économiques de cette diminution du nombre des touristes. Dans le domaine de l'agriculture où les exploitants de la plaine orientale écoulent sur place pendant la saison l'essentiel de leur production. Pour ce mois de juin, la mévente est importante. Les prix des légumes ou des fruits sont inférieurs de 50% à ceux de l'an passé. Quant aux petits commerçants, ils constatent une baisse de clients et ne veulent pas prendre de risques en stockant trop de marchandises dans l'attente de jours meilleurs. Les années précédentes, on avait prévu un roulement de stock, un achalandement plus important pour passer cette saison, que cette année on a complètement réduit les stocks et également l'achalandement, parce qu'on veut voir venir. Même si cette saison est mauvaise, les commerçants ne vont pas se retourner contre les autonomistes. Oh, absolument pas, moi à mon avis non. Hein. Je pense qu'il y a toute une manœuvre pour que, en fin de course, ce soit les autonomistes qui soient responsables de tout ça.
Mais enfin, lorsqu'un Français débarque à Bastia ou à Ajaccio et qu'il voit sur les murs écrit « Français hors de Corse », il a peut-être de bonnes raisons d'avoir peur, non? Moi, je pense que c'est surtout symbolique. Lorsqu'on voit sur un mur français hors de Corse, je ne pense pas qu'on puisse faire de la littérature sur un mur et expliquer tout un courant de pensée en 4 coups de pinceau. Français dehors, ça veut simplement dire gouvernement français, essayer de prendre un peu plus au sérieux les problèmes corses. Viendront pas. Le verdict du procès retiendra-t-il les centaines de milliers de touristes sur le continent et les 50 000 plaisanciers de 1975 sur la Côte d'Azur? Cette fois, ce n'est plus seulement l'organisation du tourisme en Corse qui pose question, mais bien le fait que l'île est trop dépendante de cet apport financier, trop liée à une ressource unique qu'elle ne contrôle même pas. Dans le championnat de France de cyclisme professionnel sur route, on attendait Esclassan, le régional de l'étape comme on dit, ou même Thévenet. Finalement, c'est le Marseillais Guy Siby qui a gagné à Montauban cet après-midi en battant au sprint le jeune Alain Mellet. Dans 4 jours donc, au départ du Tour de France, Guy Siby portera fièrement son nouveau maillot bleu-blanc-rouge, même s'il ne doit rester pendant le Tour qu'un équipier pour Thévenet. 4 hommes sont partis, Mellet, Siby, Romero et Delépine. En tête, Alain Mellet, c'est l'échappée décisive. Derrière, le peloton s'est cassé en plusieurs morceaux. Dans ce peloton, Genet, Martin, Auvieux, Laurent, les voici vont tenter de revenir sur les fuyards, mais c'est trop tard. En tête, il va en rester 2, le Marseillais Siby et le Mayennais Alain Mellet. Siby, maillot blanc. Romero et Delépine ont dû laisser fuir leurs compagnons. Mellet est en forme, il vient de le prouver au midi libre, mais Siby a du métier, il est moins sec dans ses relais, se réserve pour le sprint. Et il va l'emporter, ce Guy Siby, 28 ans, un équipier qui se voit récompensé. Ça n'est pas un grand champion, il le sait, c'est pourquoi dans 4 jours au départ du Tour, il redeviendra un anonyme au service de Thévenet. L'histoire se répète, l'an dernier, Auvion, son coéquipier vêtu de tricolore, s'était mis au service du même Thévenet. Le cyclisme est parfois ingrat, et pour ce Siby, grand garçon impénétrable mais bon camarade et discret, qu'il est doux ce soir de caresser la gloire. À Auteuil aujourd'hui, 3 grandes épreuves. Le tiercé d'abord dans le prix Chacun sort, une course de haie de 3500 mètres. Et puis 2 épreuves en forme de marathon. D'abord la grande course de haie des 4 ans gagnée par le favori, Baudade. Et puis enfin le grand steeplechase. Public des grands jours, cet après-midi à Auteuil avec comme épreuve principale le Grand Steeplechase de Paris, véritable marathon long de 6500 mètres. Après le saut de la rivière du 8 que franchit en tête 2 séries devant Penicuik, Piomarès, Kazakh bleu, toque bleu, le peloton est encore groupé. Les véritables difficultés commencent avec le talus, Penicuik et 2 séries sont tous deux au commandement et mènent un train rapide alors que le poteau est encore très loin. Le Grand Steeplechase de Paris, qui réunit chaque année l'élite des chevaux de 5 ans et plus, voyait au départ un grand favori, Erlandais, qui avait triomphé dans cette même épreuve en 75 et qui remettait donc sa couronne en jeu. Avant de franchir le Reitditch, obstacle le plus redouté d'Auteuil, Penicuik avait un léger avantage sur Piomarès et Royal Exil. Quant au favori, il ne s'était pas encore manifesté. À 1000 mètres de l'arrivée, le sprint est déjà lancé, Piomarès prend l'avantage en franchissant le Penditch devant Royal Exil, Penicuik et Erlandais qui commencent à se rapprocher. Une magnifique lutte va s'engager entre l'outsider Piomarès et le favori Erlandais. C'est dans les 200 derniers mètres qu'Erlandais se donne à fond, mais les 6500 mètres pèsent lourd, il ne pouvait jamais rejoindre Piomarès et ce dernier triomphait en grand champion. Quant au prix Chacansour, tiercé long de 3600 mètres, il a été dominé par 2 chevaux de qualité, Artukno et Schoeller. C'est ce dernier qui a assuré longtemps le commandement devant Palzan bleu et Double Major. Dans la ligne droite, Schoeller, Kazakh blanche, augmentait son avance, derrière lui une bonne quinzaine de chevaux avaient encore leur chance. C'est sur le plat que Artukno plaçait un effort spectaculaire et prenait 2 longueurs à Schoeller. Cambero, lui, était bon 3e. Le tiercé, 10, 1, 14. Cinéma maintenant, comme chaque dimanche soir, avec la chronique de François Chalet.
Il est bien difficile de transformer en éclat de rire les chancres qui obligent le monde à se gratter. Prenez par exemple un film que l'on peut voir en ce moment, Silence on tourne, de Roger Coggio. Les héros en sont très sympathiques, ce sont des garçons et des filles qui n'ont qu'une envie, monter Lorenzaccio. Hélas, l'excès de leurs dettes les entraîne dans une direction qui les éloigne de cette question que se posait justement Alfred de Musset, à quoi rêvent les jeunes filles? En un mot commençant, pour s'en sortir, ils tournent un porno. Bien, on ne demande pas mieux que de les voir échapper à leur triste destin. Hélas, très vite, au bout d'un moment, nos troubadours du hard sont dépassés par leur propre entreprise. Ils ont beau nous affirmer, avec un joli mouvement de menton et un mouvement un peu moins joli du reste de leur personne, que s'ils font exactement la même chose que M. Benazéraf, ils sont contre. Leurs films se mettent à l'unisson des reins de leurs interprètes. Le plus remarquable en est la chute. C'était fatal, on peut, si j'ose dire, l'apprendre par tous les bouts. La pornographie, ce n'est pas drôle. Silence on tourne, d'autre part, est le constat d'un autre drame, celui de quantité de jeunes cinéastes dont fait partie justement Roger Coggio, de cinéastes qui essayent depuis des années de s'affirmer, de dire qu'ils ont quelque chose à prouver, qu'ils ont du talent, mais qui, ayant échoué par les moyens les plus nobles, croient désormais qu'ils vont y parvenir en se servant des plus bas. Dans On aura tout vu, Georges Lautner et son brillant scénariste Francis Weber sont plus honnêtes. Eux aussi, ils ont imaginé un garçon qui est obligé, pour faire son premier film, de dépouiller le vaudeville de son accessoire essentiel, le caleçon. Mais ici, on sent quelque chose de différent. On comprend la détresse d'un monde qui est en train de perdre son art de vivre. On voit des espérances brisées. On comprend qu'une profession est menacée de mort. On insiste à l'inconscience, à la veulerie de certains producteurs qui, la main sur le cœur, nous affirment que pour remplir une salle aujourd'hui, il faut employer des procédés ignobles. Et ils ajoutent, ces producteurs, que ce n'est pas leur faute. Comment pourraient-ils faire autrement? C'est finalement le public qui décide. Le public a toujours raison. Ses désirs sont désordres. Et s'il veut aujourd'hui qu'on lui crache au visage, on ne peut pas, sans lui manquer d'égard, lui refuser l'aumône d'un crachat. Brillamment animé par Pierre Richard, par Miu Miu, par l'incomparable Jean-Pierre Mariel, plusieurs scènes sont tout à fait dignes d'éloge. Je pense en particulier à celle où une jeune comédienne doit réciter entièrement nue la belle et délicate tirade d'Agnès dans l'École des femmes. À celle aussi où un des comédiens spécialisés, un comédien mâle, se retrouve enfin heureux et purifié dans un lit avec une dame sans être obligé de payer de sa personne. Mais surtout, et cela, j'ai l'impression que les prédécesseurs de Georges Lautner et de Francis Weber ne l'avaient même pas flairé, pourtant cela sent assez fort. On aura tout vu, nous rappelle que si l'on veut monter une production pornographique, il y a toujours moyen de trouver de l'argent, y compris chez les gens qui sont aujourd'hui supposés être le plus respectable, le plus honorable. Le bénéfice, en effet, peut atteindre 1000%. Alors, soudain, devant ce film qui fait rire, on ne rit plus, et c'est très bien ainsi. Au commencement de cette chronique, je citais Alfred de Musset, c'est avec lui que je voudrais conclure, car elle est de lui aussi, cette petite phrase. On dit que l'humanité marche, c'est bien possible, mais dans quoi? La météo maintenant, pour demain. Voici le bulletin que nous a transmis la météorologie nationale. Les nuages resteront passagèrement abondants au nord de la Loire et de petites pluies éparses seront possibles près de la Manche et dans le nord. Ailleurs, le temps restera chaud et souvent ensoleillé malgré une tendance orageuse près des Pyrénées. Je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2. Si vous avez pris le journal en cours, voici un rappel des principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Viking, le laboratoire sonde américain, recherche la vie sur Mars. Italie, on vote demain jusqu'à 14 h. Cyclisme, Guy Sibyl, nouveau champion de France. Tiercé, le 10, le 1, le 14. Vers 23 h, la dernière édition du journal.